Donc là, on a un exercice qui est un peu plus complexe, qui va demander un peu plus de calcul et un peu plus de d'exploration. Alors, c'est un exercice que j'ai retrouvé de colle à moi, euh, à l'époque. Je me souviens que je crois que je m'étais cassé les dents là-dessus. Je le reprends quelques années après, donc c'est pas sûr que j'arrive à son terme, mais on va essayer au moins de voir comment on réfléchit sur un exercice qui est un peu moins guidé. Alors là, qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? En 1, on va devoir exprimer la résistance RAB. Alors bon, c'est dans l'axe de ce qu'on doit faire, hein. C'est dans l'axe de ce qu'on fait en général, enfin, dans les vidéos que c'est marqué dans le titre, quoi. Exprimer RAB. Et en 2, on va se demander si le résultat, dans le cas où R1 est égal à R2, est prévisible. C'est-à-dire que si on aurait pu le pré-shot, est-ce qu'on aurait pu deviner le résultat final? Alors, dans le cadre d'un exercice comme ça, il faut y aller méthodiquement. Donc, moi, ce qui se passe dans ma tête quand je vois ça, c'est j'essaie d'appliquer application de la loi 1 et de la loi 2. Application, on va arrêter de dire loi, on va dire application de la formule 1 et de la formule 2. Formule 1, formule 2, hein, on se rappelle, elles sont ici, hein, 1 et 2. Donc, est-ce qu'on peut appliquer, ça c'est le premier truc qui va venir à l'esprit. Est-ce que je peux appliquer ça? Bah oui, j'ai le droit d'appliquer ça, mais que dans des cas spécifiques, dans des cas où on est soit en série, soit de résistance en série, soit de résistance en parallèle, ou en dérivation, hein. Est-ce qu'on a ça ici? Ben, R2 ici, on va dire que R2 est traversé par un courant, mais ah merde, ici, R2 et R1 sont pas en série, étant donné que euh, ben, le courant I1 se scinde en I2 et I3, par exemple, là. Et de même pour le dessous. Si on a un courant I4 qui arrive ici, alors le I4 traverse R1, mais va se scinder ici, I5 et I6. C'est problématique ça. On n'a pas de trucs qui sont évidents ici en termes de résistance en série. Donc on efface tout ça, on peut pas faire la première loi. Et le truc, c'est que la deuxième loi, elle va être compliquée aussi parce qu'il n'y a aucune résistance qui ont la même tension à leur borne. La résistance R2 ici, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est cette résistance de con là, ici au milieu, de R, qui nous embête beaucoup. Excusez-moi pour le langage, hein, et elle nous embête, cette résistance. Parce que là, voilà quoi. Si elle n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, R1 et R2 auraient été en série, puisqu'il n'y avait pas de fil ici. Et R1 et R2 auraient été en série aussi ici. Donc, fin de l'exercice. On peut appliquer la loi 1 sur R1 plus R2, et ensuite avoir une dérivation à faire. Enfin, un truc en dérivation, c'est-à-dire R1 plus R2 ici, R1 plus R2 en dessous, fin de l'exercice, très simple. Et juste l'ajout d'une résistance ici fait qu'on ne peut pas appliquer ni les lois de la formule de la résistance en série, ni la formule de la résistance en dérivation. Les résistances en dérivation. Alors quand on voit ça, on va devoir écrire des grandeurs, parce que là, on n'a pas de i, on ne voit rien, on n'est pas assez précis. Donc moi, je vais partir de base, hein, hop, on met un i ici, qui va être égal à ce i ici. Oui, on est d'accord que pour aller du point A au point B, alors en entrée on a I, en sortie forcément on a I. Il n'y a pas de perte de courant qui se passe entre les deux. Alors, ce courant I va se scinder en deux courants ici. Ici, on va l'appeler I moins I, par exemple, et en dessous, on va l'appeler I. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets pas I1 et I2? Parce que si je mets I1, I2, dès que je croise une intersection, ici, donc un nœud, hein, en quelque sorte, hein, euh, je sais plus si on a déjà parlé de ça, mais bon, c'est dans les cours assez classiques sur les. Si jamais j'en parlerai dans une vidéo, je pense.
Mais si j'avais mis I1 et I2, quand on va retourner ici, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que il faut quand même essayer de s'assurer qu'on ait un lien dans tous les courants qui passent. Si tu mets I1, I2, et que là tu vas mettre I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, on n'a jamais fini, hein, il y a plein de trucs. Donc on va essayer de rester assez light sur les notations. Ok, donc on traverse ça ici, on arrive à cet endroit-là. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer à cet endroit-là? Ben, on va mettre I' ici, on va dire, on va le noter I', et donc forcément ici on a I moins I moins I'. Alors je vais bien les noter, hein. Mais là, jusqu'à maintenant, je n'ai aucun plan en tête. C'est-à-dire que je j'essaie de mettre un nom sur les courants de façon à ce que ce soit assez logique, et j'ai encore rien en tête. Je fais juste annoter le dessin. Donc là, on a le courant ici qui est I moins I moins I'. Ah, mais on a I qui arrive ici. Donc ici, là, on retrouve I moins I'. Vous êtes d'accord avec moi sur ça ou pas? Et si on a I moins I' ici, et que là, on a I moins I', pardon, il y a un truc qui se balade là, et ici, on a I', et ben on retrouve bien I à la fin. Ah, ça veut dire que j'ai bien fait mes annotations. Alors, il y en a beaucoup, hein, je suis d'accord. J'en ai répété alors qu'elles n'étaient pas utiles, mais c'était juste pour expliquer le raisonnement à chaque nœud. Parce que ce raisonnement-là, on l'a à chaque nœud. Chaque fois qu'on a un endroit qui est relié avec trois dipôles différents, c'est un nœud. Ici, on est bien relié à trois dipôles différents. R2, R, R1. On va me dire, ah ouais, mais ici, là, il n'y a pas trois dipoles différents. Bah, on suppose qu'ici, il y a un dipôle qui est à la base, qui va nous fournir du courant. Donc, on a bien un, deux, trois branches différentes, trois dipoles différents aux bornes de notre nœud. Ok. Et ce qui est le plus rassurant, c'est qu'à la fin, on retombe sur I moins I prime. Donc cet exercice-là, on peut le faire en même temps, parce que c'est assez compliqué quand même à aller voir ça. Il faut pas forcément essayer de le faire tout seul, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire ici? Euh, alors, on a notre tension UAB ici. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut essayer de faire là? On peut peut-être essayer de faire une loi des mailles là quelque part, non? Ici. Alors on va essayer de noter quand même les, les flèches, hein, les flèches des conventions, des certaines conventions qu'on a vues. Donc ça va être dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà. Remarquez que si j'avais mis mon i allant de l'autre côté, ça aurait été exactement la même chose, sauf que j'aurais eu ma tension ici qui aurait été de l'autre sens, mais comme je suis resté fidèle à mes notations, ça va strictement rien changer. Vous pouvez essayer de le faire à la suite, de changer le sens des flèches et de voir si ça fit bien, si ça marche bien. Ok. Donc, si on fait une loi des mailles ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir, alors admettons qu'on tourne dans ce sens-là ici. Là, on va l'appeler U2, U et U1. Donc, on a U1 moins U2 moins U qui est égal à 0. Vous êtes d'accord sur ça? Autrement dit, euh, R1 fois I moins R2 facteur de I moins I moins R facteur de I moins I moins I prime est égal à 0. Putain, c'est dégueulasse, hein. Mais je pense qu'on est obligé de passer par là, hein. On est obligé de passer par là. Surtout qu'ici, on va pouvoir isoler petit i. Ça pourrait être peut-être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Euh, alors, ben, on peut calculer UAB.
UAB sur la branche, que ce soit la branche supérieure ou inférieure, la différence de potentiel, c'est égal à ici, euh, donc on va dire, par exemple, on va passer par celle du bas. La différence de potentiel est égale à R1 fois I, parce que je passe ici, euh, plus R2 facteur de I moins I prime. Normalement, sur ça, on doit être d'accord. Mais ce truc-là, vu que c'est la branche inférieure et qu'on a cette différence de potentiel, on a exactement la même différence de potentiel au niveau supérieur, sur la branche supérieure. Donc, tout au long de cette branche ici, en violet, j'aurai aussi UAB qui va être égal à quoi? Qui va être égal à R2 fois I moins I plus R1 fois I prime. Ah, et quand on voit ça là, quand on voit les deux ici, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est que devant R1, on a I et I', devant R2, on a I moins I' et I moins I. De ça, alors on peut essayer de détailler les calculs, hein, mais comme UAB est égal à UAB, on a le droit d'égaliser les deux et on trouve que I est égal à I'. Ça, je vous invite à faire le calcul, à essayer de le détailler. Mais comme I est égal à I', ça va vraiment beaucoup nous arranger ici. Pourquoi ça va nous arranger? Parce que dans ce calcul-là, là, dans cette ligne-là, qu'est-ce qu'on a? On peut peut-être pouvoir s'arranger pour faire quelque chose, hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Imaginons que I est égal à I'. Dans ce cas-là, à chaque fois qu'on va croiser un I', on va mettre un I. R1 fois I moins R2 facteur de I moins I moins R facteur de I moins 2I est égal à 0. Ok, ok. Est-ce que ça nous sert? C'est une bonne question. Admettons que je vais mettre I d'un côté et I de l'autre. Ou bien et grand I de l'autre. Pourquoi je vais faire ça? Parce que ce que je remarque, c'est que au sein de cette grande truc dégueulasse là, ici, qui est pas si grand que ça, mais qui nous pose quand même des problèmes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que UAB est égal à RAB fois grand I. Et voilà, elle est là la résolution du problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général quand on tombe sur un problème complexe comme ça? Encore une fois, je le fais un peu à la Walligen, donc je suis peut-être un peu désorganisé, mais c'est que pour vous faire voir comment je pense. Et je pense que je vais réussir cet exercice, donc je pense que ça peut être intéressant. En premier, on essaie d'appliquer nos deux formules, 1, 1 et 2. En 2, on essaie d'écrire les grandeurs qui peuvent nous arranger. Donc là, c'est écrire les intensités, écrire les tensions, et écrire éventuellement des relations courant-tension. Ok? Et parce que là, qu'est-ce qu'on remarque? Quand on a écrit les intensités, les tensions et les relations courant-tension, celles-ci, ben, moi, je cherche quoi? Je cherche ceci ici, RAB. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, j'ai UAB et j'ai I ici. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qui va se passer? Euh, je vais probablement pouvoir faire quelque chose. C'est comme ce que je sais, c'est que I est égal à I'. Ici, la première formule va me donner quelque chose. I est égal à quelque chose en fonction de grand I. On retrouve ici, hein, on est d'accord? Ce I qui est égal aussi au I'. Alors, je vais réécrire la formule ici. R2 fois I moins I plus R1 fois I, cette fois-ci, parce que j'ai remplacé le I' par un I, hein, ce truc-là, s'est transformé en ça. Ah, mais si je trouve le I en fonction de grand I ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir intégrer ce petit i avec le grand I, et donc trouver quelque chose qui va être UAB est égal à quelque chose, facteur de I. Et voilà, j'ai trouvé ma résistance équivalente. Je sais ce que je vais faire. Donc,
Ce qu'on voit, c'est que c'est bien d'écrire des grandeurs, I, U, relation courant-tension, jeter quelques trucs comme ça rapidement, quelques formules, hein, tout ce qu'on peut écrire, on essaie de l'écrire, et après, en général, ça se débloquera. Ça, c'est des exercices qui demandent beaucoup d'initiative et qui sont, je pense pas, à donner en DS, hein, parce qu'en fait, il y a vraiment très peu d'indications. En DS, on nous aurait dit exprimer la loi des nœuds au point C ici. Là, vous auriez écrit I moins I, enfin, vous auriez écrit quelque chose là. Ça sera guidé. Ça, c'est un exercice qui est plutôt fait pour l'interaction. Donc, maintenant qu'on a bien notre plan en tête, on va pouvoir l'appliquer. Ici, si j'isole tout ça, alors je vais le faire bien parce que à tout moment, je me chine dessus dans les calculs et ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici? Donc, j'ai un i ici, un i ici qui va faire plus i, un 2i ici qui va faire ça. Euh, ok. Donc, je vais factoriser, je vais diviser par R2. Ok. Ok. J'essaie de le faire de tête parce que je suis en train de faire ça un petit peu de tête. I facteur de. Oh non, vas-y, R1. On va pas faire de tête, hein. Ici, ce que je vois, c'est que le i, on le retrouve sur chaque terme. Donc, ça va faire i facteur de R1 plus R2 plus 2R en factorisant. Moins IR2 moins IR est égal à 0. Donc, ce que je fais, c'est que ça va ressembler à ceci. Je passe ceux-là de l'autre côté. Ça va faire IR1 plus R2 plus 2R est égal à IR2. Bon, je vais le factoriser tout de suite, hein, plus R. Et là, j'ai I est égal à R2 plus R sur R1 plus R2 plus 2R pour le grand I. Et voilà, j'ai trouvé mon I en fonction de mon grand I. Et ce petit i ici, je vais aller le foutre à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va faire U à B. Alors là, c'est vraiment dégueulasse les calculs, hein. Je suis désolé, mais alors je vais juste factoriser par i. Peut-être que ça va peut-être m'arranger, hein, ici, de factoriser par i. R1 moins R2 fois i, on est d'accord sur ça, hein. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Et là, ce que je vais ramener, ça va être tout ça, hein. Est-ce que ça va m'arranger tout ça? Ok, on va faire les calculs, hein. On va faire les calculs parce que là, ça devrait marcher, mais je suis pas sûr du. Enfin, on va voir, on va voir. R2i plus R1 moins R2. Je suis en train de réfléchir si c'est logique, si c'est bien de l'avoir factorisé, mais je pense que oui, mais je suis pas convaincu. Ok. Alors bon, on aimerait bien quand même avoir quelque chose qui soit un peu plus simplifié que ça, hein. Alors là, c'est juste des mathématiques, c'est dégueulasse, hein, mais en même temps, on pouvait s'y attendre, hein, vu qu'on avait i moins i prime et tout ça, ça allait forcément donner des trucs qui allaient être un peu calculatoires. Donc, on va essayer de simplifier ça, hein. On va pas donner le résultat comme ça. Donc R1, R2, plus RR1, moins R2 carré, moins R2R, sur R1 plus R2 plus 2R fois I, c'est égal à, alors, R2 R1 plus R2 carré plus 2R R2, on met le I en facteur, hein, plus R1 R2 plus RR1 moins R2 carré moins R2R. Tac. Je regarde juste R2, 2R, 2R, 2R. Ok, ça devrait être ça, hein. Sur R1 plus R2 plus 2R. Et
Ça, c'est égal. Alors là, on va, il y a des trucs qui simplifient, c'est bien ça. R2 carré se dégage. Euh, moins R2R se simplifie avec le 2 qui est ici. Donc on a en fin de compte 2R2R1 plus RR1 plus RR2 sur R1 plus R2 plus 2R. Ok, fois I. Et UAB, ça doit être ça. Voilà. Ouf! Ok, c'était vraiment pas facile. Calculatoirement, c'était pas simple. Et c'est pour ça que c'est souvent des exercices de TD ou des exercices d'oraux, hein, ce genre de truc-là. Parce que c'est un peu l'enfer calculatoirement. Et s'il y a personne pour nous aider ou qu'on commence à s'en mêler les pinceaux, c'est un peu le bazar. Donc, si on a bien une chose à retenir pour des exercices complexes, c'est quoi? C'est si on peut utiliser les formules 1 et 2 pour simplifier ce qu'on peut simplifier, on le fait tout de suite. Si on ne peut pas faire ça, on écrit les grandeurs. Et je vous parle d'écrire les grandeurs, c'est I, enfin l'intensité, la tension, et essayer d'écrire quelques relations courant-tension. Pourquoi? Parce que si on écrit cette relation courant-tension ici, UAB est égal à RAB fois I, si on le remarque tout de suite, ça nous dit, ok, c'est-à-dire que je dois mettre en relation UAB d'un côté et I de l'autre. Enfin, je dois mettre en relation UAB et I. Et ici, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est quand j'ai écrit ma loi des mailles, puis quand j'ai écrit ma tension UAB, ben ça saute aux yeux que... Alors, non, ça saute pas aux yeux, hein, c'est juste parce que j'ai continué les calculs et que j'ai déjà fait l'exercice une fois il y a un peu longtemps, mais je m'en souviens parce que je m'étais fait éclater. Voilà, cette première loi des mailles va nous permettre de trouver I. Et ce i va être on voit que ce i ici, euh, attendez, est-ce que c'est bien ce que j'avais fait? Oui, cette loi des mailles nous permet de trouver i, ce i qu'on va réintégrer dans notre UAB qu'on a trouvé, par une relation simple, hein. Le UAB, on est d'accord que c'est bien la tension aux bornes de tout ça ici en noir, enfin le trait noir que j'ai fait, le trait violet au-dessus. Si pour ça, pour vous, c'est pas OK, il faut vraiment revoir les bases d'électricité, mais étant donné que R2, ça broche tape ici, et R1, ça broche tape ici, et que ces deux ici sont connectés, vous voyez bien que la tension qui est entre les deux pics verts que j'ai fait, c'est bien UAB. Et c'est exactement la même en dessous. Et c'est ça, je pense que ça, c'était le plus important à remarquer. Je pense que c'est ce que j'avais pas remarqué quand je m'étais fait interroger. C'était d'écrire UAB pour le dessus et pour le dessous. Et quand vous faites ça, ça saute aux yeux que I est égal à I' et ça simplifie tout ça. Si I est pas égal à I', là, on galère. Et on trouve que I égale I', ça permet de, conséquent, simplifier la formule du haut qui nous permet d'écrire i en fonction de grand I, ce petit i qu'on va réintégrer dans UAB, et après là les calculs interminables mathématiques, et on trouve UAB est égal à ceci fois i. On a donc trouvé ici, donc on remarque bien que c'était notre idée de départ. Il exprimait UAB d'un côté, i de l'autre, et le truc au milieu sera RAB. Et ben ça, c'est RAB. Voilà. J'espère que c'était trop compliqué. Je suis désolé, j'ai été un peu long, mais j'ai pas préparé l'exercice. C'était pour faire un truc sur le vif, pour voir comment moi je pensais quand il y avait un exercice complexe comme ça. C'est pas un exercice complexe en soi, il y a plus compliqué, hein. Mais c'est un exercice qui est peut-être un petit peu qui demande un peu d'initiative. Donc voilà, on voit un peu comment moi je réagis quand il y a un exercice qui demande de l'initiative. Voilà, on essaie d'écrire des grandeurs. On regarde si ça, on peut appliquer les formules de cours basiques, et après on essaie d'écrire des grandeurs. Peu importe, hein, j'aurais très bien pu faire une loi des mailles ici et trouver la même chose. Moi, ce que je vous invite, à la limite, c'est de faire la loi des mailles ici et essayer de trouver la même chose, ou bien changer les appellations, i moins, grand I moins i, ou bien faire la loi des mailles dans l'autre sens, ou bien, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a plein de choses différentes, mais étant donné que je suis resté fidèle à ce que j'avais marqué, j'ai obtenu la bonne réponse. Quand vous restez fidèle à votre référentiel de départ, vous aurez la bonne réponse si vous ne faites pas d'erreur de calcul. Donc ça, c'est ma réponse définitive. Et est-ce que c'est bien homogène? Putain, je l'ai pas vérifié si c'était homogène. Résistance au carré, résistance au carré, résistance au carré.
Résistance, résistance, résistance. Somme de résistance, donc en dessous c'est les ohms, au-dessus c'est les ohms carrés, et c'est bon. Une erreur qui aurait été évidente à remarquer, c'est si on avait quelque chose comme 2R2 plus R fois R1. Là, on voit bien qu'on est en train d'additionner des patates et des carottes, là, ça marche pas. C'est pas possible. Donc, petite vérification de fin d'exercice, vérifier que ça c'est en ohm. Après, pour vérifier l'homogénéité de tout ce bordel-là, bah, c'est juste, ça ressemble à U égale RI, hein. Si le milieu ici est en ohm, c'est tout gagné. Ok, et la deuxième question c'était si le résultat, si, est-ce que le résultat est prévisible si R1 est égal à R2? Alors, ça, c'est la question que j'avais répondu. En fait, j'avais pas réussi la première, j'avais répondu à la deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où R1 est égal à R2? Alors, je vais juste refaire le schéma à côté, hein, parce que c'est un peu le bordel sur notre schéma original. Hop, voilà, tac, 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 hop, ok. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que sachez que quand on a quelque chose qui ressemble à ça, avec une résistance qui est en plein milieu, ici, c'est la merde, ça. C'est vraiment des trucs où vous savez il va falloir faire les calculs. Alors, si R1 égale R2, qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, on va faire le truc très simple, hein, c'est que on va tout simplement marquer R1 partout, ou bien R2 partout, ou bien R partout. Ah non, on va pas marquer R partout, hein, pardon, parce qu'il y a une résistance R au milieu. On va mettre R1 partout. R1, R1, R1 et R1. Si, et alors là, ça demande d'utiliser un petit peu de cerveau. Si on a, alors j'ai marqué 2, ici on a le potentiel VA. Si on passe à travers R1, on aura un potentiel, par exemple, V2. OK? Ici, alors en passant par le dessus, hein. En passant par le dessous, qu'est-ce qui s'est passé? On a un potentiel VA, on passe à travers la résistance R1. On va avoir V3. Ouais, on est d'accord sur ça? Mais attends, en haut, on est passé à travers la résistance R1. En bas, on a traversé la résistance R1. Et si la résistance R1 ici et la résistance R1 ici tirent la même chose, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il y aura la même différence. V2 va être égal à V3. Pourquoi? Parce que le R1 va demander va demander une certaine puissance, on va dire. Le R1 en dessous va demander la même puissance. Donc il y a la même intensité qui va partir en haut et en bas. Donc il y aura la même différence de potentiel. Et donc qu'est-ce qu'on va trouver ici? Que V2 et V3 sont identiques. Qu'est-ce que ça fait ça? Si V2 et V3 sont identiques, on court-circuite la résistance R. Parce que si on a le même potentiel aux bornes d'un dipôle, ce dipôle se comporte comme un fil. Enfin, ça revient à avoir la résistance et un fil qui passe là juste au-dessus, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire électriquement? L'électricité passe par ce qu'il y a de plus simple. Donc, si elle a le choix entre ici, surpasser un endroit qui la restreint, et ici, passer tout bonnement, facilement, elle va passer tout va passer au-dessus. Aucun du courant, le courant ne va pas passer dans la résistance, elle va être court-circuitée. On la bypass un petit peu. On la, En fait, on passe pas dans la résistance. Et c'est ce qui va se passer ici, si R1 est égal à R1. Enfin, si R1 est égal à R2, parce que comme il y aura le même potentiel, bah, l'électricité va pas se dire, ah bah il faut que j'aille là, vu qu'il y a le même potentiel. C'est exactement ça qui va se passer. Et donc, on aura ce truc ici qui va ressembler à un fil finalement. Et donc là, l'exercice est très simple, hein. Si R1 est égal à R2, on a par conséquent un schéma équivalent qui va ressembler à ceci. Donc R1, 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 avec A ici et B ici. Jusque-là, on est d'accord. Pourquoi j'ai pas représenté mon fil au milieu? Parce qu'il ne sert à rien. Il représente juste une différence de potentiel qui est nulle entre les deux bornes. Ça me sert à rien. Ok, et ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait 2R1 ici.
Et là, là, par contre, là, on peut utiliser notre méthode 1. C'est l'application des formules 1 et 2. Au-dessus, ça fait 2R1. En dessous, ça fait 2R1. Ça fait 2R1 en haut, 2R1 en bas, qui sont en parallèle. Si les deux sont en parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va appliquer 1 sur Rec est égal à 1 sur 2R1 plus 1 sur 2R1. Autrement dit, c'est égal à 2 sur 2R1. Autrement dit, Rec va être égal à R1. Oh, et merde. Donc si les résistances sont identiques, on a ce qu'on appelle un- on va avoir un schéma électrique qui va être symétrique. En général, quand quelque chose est symétrique, comme ceci, qu'il y a une résistance qui est au milieu, la pauvre elle va se faire court-circuiter. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si R1 est égal à R2, alors RAB est égal à R1. Est-ce que ça se voit dans notre formule? Merde, elle est pas là, la formule est en bas. Parce qu'on vient de le montrer, on vient de prouver un cas spécifique où si R1 est égal à R2, alors forcément, ça veut dire que RAB est égal à R1. On va regarder ici. 2R1 carré plus RR1 plus RR2, on va dire plus RR1. On est d'accord sur ça? Donc ça fait, et en dessous, on va mettre R1 plus 2R. Ça va être égal à 2R1 carré plus 2RR1 sur 2R1 plus 2R. Bon, déjà, on peut simplifier par 2. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez évident qui arrive ici? Non, c'est pas si évident que ça. Merde, je pensais qu'on allait trouver tout de suite. Je pensais qu'on allait trouver tout de suite. Bon, si on factorise par R1 en haut, ça fait R1 plus R. Bah ouais, si, c'est bon, putain. Voilà. Enfin, voilà. Si on factorise par R1 en haut, putain. Voilà, bon, là, ça s'est débloqué assez. Enfin, faut savoir qu'il faut faire ça. Comme on sait qu'on doit obtenir RAB est égal à R1, et que j'avais ça, j'ai juste factorisé par R1, et ça se voit assez facilement que si on factorise par R1 le numérateur, bah, ici on a R1 plus R au numérateur, R1 plus R au dénominateur, et on trouve du coup que RAB est égal à R1. Voilà, fin de l'exercice. Et c'est bien homogène à une résistance, parce que R1 a une résistance. Ok. Donc voilà, j'espère que cet exercice aurait été assez intuitif, aurait été assez utile, pardon, parce qu'il n'était pas du tout intuitif. Honnêtement, il était un petit peu dur quand même. Je pense qu'on ne demandera jamais quelque chose d'aussi dur dans une résistance équivalente aussi dure dans un DS. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais c'est plutôt un exercice d'aura. Voilà, voilà.